Toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Il faut faire ce genre d'émission ou pas d'ailleurs. Je vous avais demandé si vous souhaitiez un numéro global pour Ferencvaros et Monaco ou deux numéros différents. Vous aviez répondu deux numéros différents. Donc le peuple attend un numéro. On fait ce numéro. Avant, sachez que, voilà, petite confidence, puisque de toute manière, on va pas parler football ce matin, on va plutôt parler et cracher notre venin. Mon fils m'a réveillé à 7 h du matin, le temps pour moi de préparer mon émission. Il était sur moi, et comme vous le voyez ici, il y a l'affiche Lourail de Sport à l'affiche. Il regardait cette affiche-là. Il a un mois, et je me suis dit à ce moment-là, et ça m'a fait mal, mon fils, mais tu ne sais pas ce qui t'attend dans quelques années si tu es amené à supporter ce club. Et mon père me disait exactement pareil, et je sais que vos parents et grands-parents, ceux qui suivent cette émission et ceux qui sont supporters de l'OGC Nice, vous dites exactement la même chose. Ce club nous fait souffrir, et hier soir, il nous a encore fait souffrir. Mes compagnons de fortune pour cette émission, j'ai le plaisir déjà d'accueillir Revenant, c'est Joss avec son manteau, pas du tout, avec sa veste des Bulls, supporter de l'OGC Ouais. Nice, supporter des Bulls. Euh, on est sur quelque chose de solide là. Ouais, là, on est vraiment sur tu sais, l'envie de se faire du mal, quoi, tu vois, voilà. C'est vraiment un besoin, tu vois, c'est du sadomasochisme. Appelle ça comme tu veux. Mais voilà, c'est au moins on garde les mêmes couleurs, mais on garde aussi la même loose actuelle, du moins. En tout cas, Mm. ravi de te voir parmi nous et ravi d'avoir Ouais. ta Merci pour présence. l'invite. Également Matt qui est là, bien réveillé, qui a bien dormi. Les couteaux sont aiguisés. Est-ce que je te demande comment tu vas, Matt? Tu veux. Ouais, bah, casse les couilles, hein. Tu- T'en veux plus, Bon. comme tout le monde. Comme tout le monde. Euh, En plus, match de merde, ils nous ont mis ça à 18 h. Ça nous a pas que ruiné la nuit, ça nous a ruiné la Mm. soirée, hein. Je Ça, sais c'est pas vous, clair. mais Carrément, ouais. Là, t'as tout dit. La 21 h, soirée, elle est morte. Morte. petit repas avec madame, il n'y a rien eu du tout, hein. Ça regardait le fond de Mm. l'assiette, c'est tout. Non, voilà, je vais me confier aussi un peu. Toi, en tant que père, tu te fais du souci pour ton fils. Moi, le mien l'a déjà fait. Il me disait, dans les travées du stade du Ré, il me disait, le jour où on gagnera quelque chose, tu mettras des fleurs sur ma tombe. Donc bougez-vous le cul en fait, arrêtez d'être Mm. des losers les Niçois parce que ça nous pète les couilles. Voilà, ça fait 60 ans que ce club il a la guigne, même plus. Il y en a marre. On en Mm. a marre de voir des mecs mous, des mecs qui se contentent de perdre. Voilà. Mm. Il n'y a Ouais. eu ni la manière ni le résultat, on est trop loin de ce qu'on est capable de produire et de ce qu'il faut pour un match de haut niveau. Problème d'attitude, de personnalité, de courage ce soir. On est très loin des exigences du haut niveau, on est à des années-lumière des ambitions de départ. Il faut aussi de l'amour-propre, si on n'a pas ça au-delà du reste dimanche, il ne restera plus grand-chose. Ce n'est pas les mots de supporters de foot qui regardent le Mm. match à la télé ou les 600 supporters qui ont fait le déplacement courageusement à Budapest pour se farcir une bouse pareille. Ce sont les mots de Franck Hez, le coach de l'OGC Nice. Rassurant déjà de voir que le coach a des yeux pour regarder le match et surtout a une certaine lucidité dans la prise de parole. Joss, je vais commencer par toi. Euh, cette porte d'entrée voilà, que je vous propose, cette déclaration de Franck Hez, elle fait mal. On voit j'ai peur d'utiliser le mot, mais c'est peut-être vrai. Déjà, un coach qui est résigné. Alors, attention, mise en contexte, des absents, etc. On va dire pareil que Nantes. euh, un manque de turnover. Des joueurs qui sont peut-être à bout de souffle, certes. Mais lorsque le coach te dit qu'il n'y a pas la manière ni le résultat, qu'il y a un manque d'investissement et tout ça, ça fait chier, quoi. Ouais. Bah, déjà, je trouve que c'est peut-être la seule chose rassurante de la soirée. C'est qu'on a un entraîneur qui voit les choses et qui voit les mêmes choses que nous. Ce qui est des fois rarement le cas, comme dans le foot. Souvent, les supporters ont une appréciation différente des coachs. Là, pour moi, le coach, tu pourrais l'inviter dans ton émission. Ben, en fait, on aurait le même discours que lui. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, ça a aussi un côté qui peut être inquiétant, c'est que on a quand même l'impression que même lui, il sait plus trop quoi faire avec cette équipe, quoi, parce que à un moment donné, il le dit clairement dans son interview, il dit c'est pas du tout ce que je demande, forcément, parce que quand il dit il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, et donc il dit c'est pas ce que je demande, forcément, et c'est rassurant, heureusement. Mais d'un côté, ça veut dire que je sais pas, son discours, soit il passe pas. Alors, on va parler que de ce match-là parce que je trouve que sur les autres matchs, on avait quand même vu du mieux. Moi, personnellement, je reprenais du plaisir à voir mon équipe jouer. Ça faisait des années que
Ceux qui me suivent sur Twitter le savent, franchement, j'en pouvais plus. Moi, voir Nice depuis 5 ans, là, je me faisais chier au stade, j'en pouvais plus. Là, cette année, bon, il n'y a pas les résultats, mais au moins, je vibre un minimum. Par contre, il y a des manques, il y a trop de blessés, c'est vrai. Mais pour moi, les blessés n'excusent pas tout. Euh, il y a trop de manques à tous les niveaux, pour moi. Et je pense qu'en fait, ça va aussi avec l'état du club. Quand on voit, on peut même pas joindre nos actionnaires, tout ça. Enfin, ça a l'air comme d'être une grosse mascarade. Et pour moi, l'équipe sur le terrain, elle a l'image de ce qu'est le club en coulisses, forcément. Et bah, ça nous donne des purges, des merdes comme on s'est tapé hier soir. Franchement, c'était épouvantable, quoi. Matt, ton ressenti par rapport à la déclaration de Franck Hez, à n'en pas douter, on a assisté au pire match de la saison qui intervient dans un match important. L'an dernier, tu sors quand même de 34 matchs, tu termines cinquième dans les circonstances qu'on connaît, avec le jeu qu'on connaît. T'as un point, t'es 32e sur 36 sur la phase de championnat de l'Europa League. Real Sociedad, Lazio de Rome, bon, allez, sur le papier, ça pouvait s'entendre. Mais là, Ferencvaros, chez eux, surtout dans ces circonstances-là, c'est impardonnable. Allume ton micro, Matt. Ouais, mais c'est comme d'hab en fait. C'est comme d'hab, on voit Lille qui va péter les deux équipes de Madrid, on voit Brest qui est invaincu en Ligue des Champions, et Nice, on est là, oh mais vous vous rendez compte, c'est la Real Sociedad. Mais en fait, on a des branleurs dans l'équipe, on a des mecs qui n'ont pas envie de se faire mal. Moi, franchement, je suis désolé que le coach il soit à bout de solution. C'est le huitième coach qui passe, c'est toujours la même chose. Le seul qui a réussi à dompter cet effectif, c'est Puel, parce que Puel, je pense, c'est un grand méchant loup. Ah, ça doit être le plus teigneux de tous, et donc il est plus teigneux que tous les joueurs qu'on a vu passer. Mais quand je vois qu'un Eric Roy, il a tous les succès du monde en Ligue des Champions, alors que l'OGC Nice d'Eric Roy, c'était un truc amorphe, apathique, je me dis que le mal, il est profond dans ce club, alors qu'elle est virevoltante son équipe de Brest. Moi, je pense que c'est profondément ancré dans le club. Je sais même pas, apparemment, il y a eu grand ménage fait par Bokeh, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il faut brûler les fondations, tu vois, tu repars sur des bases saines. On va faire le Nice FC, peut-être que ça ira mieux, j'en sais rien. Mais quand je vois des joueurs qui 1-0 89e minute ont la banane de perdre un duel, hein, Monsieur Hicham, 8 touches de balle Boudaoui, j'en ai plein le cul. Voilà, j'en ai plein le cul. Donc non, je suis saoulé et le pire match de la saison, tu dis ça, mais c'est le pire match de la saison pour l'instant. Des purges comme ça, on est peut-être parti pour en vivre d'autres. Honnêtement, oui, il y avait du fond de jeu, on a pris un peu de plaisir, mais concrètement, hein, on se crée pas d'occasion. À chaque fois qu'on a un tir, il y a 8 défenseurs devant nos joueurs. On est bidon. Dans le jeu, on est bidon. On voit rien et je sais pas si on s'est vu trop beau, mais je pense que à la grande différence de Lens, Francaise a pas à sa disposition des joueurs qui ont envie de se faire mal et ça fait toute la différence. Voilà, au foot des fois c'est pas la meilleure équipe, c'est pas les joueurs les plus talentueux qui gagnent, c'est ceux qui en veulent le plus. Au bout d'un moment, faut avoir l'agnac, faut avoir la grinta, de l'amour propre et j'en ai plein le cul d'avoir. Ça fait 10 ans, on a des joueurs qui s'aiment pas à Nice. Bah, voilà, je suis gavé. Franchement, je peux même pas avoir une analyse technique du match. Bon, les seuls trucs que je vais souligner, c'est que j'ai vu trois joueurs vouloir gagner ce match. C'est trop peu sur une équipe de. Je sais même pas si on a fait 5 changements, mais sur 15, c'est trop peu. Et donc, eux, je vais moins les défoncer que les autres. C'est Sofiane Diop qui s'est battu comme un beau diable malgré toutes les difficultés qu'il a eues. Voilà. Lui, il a montré qu'il voulait jouer ce match. Plus titulaire depuis novembre 2023. Donc ça fait quasiment un an jour pour jour qu'il n'avait pas démarré. Et donc vous avez vu ce qui s'est passé. Alors il a terminé à l'hôpital. Bon, vraisemblablement, il n'y avait pas de prise de risque par rapport à son état de santé. Mais je te rejoins complètement, Matt, sur le fait que peut-être que si on avait 11 guerriers dans le même état d'esprit que Diop, on n'aurait pas perdu ce match. Je te laisse poursuivre. Mais ça n'a même pas réveillé l'effectif. T'as un mec qui finit en sang, il revient guerrier, il donne tout sur le terrain, ça ne réveille même pas les 10 autres. Les mecs, ils sont restés là, le regarder se démener. On a tous connu ça, si vous avez fait un peu de foot, quand on a un joueur qui se pète, si jamais il revient sur le terrain pour se battre, même s'il part à l'hosto avec les pompiers, normalement, ça te touche. Ton match, tu le vis différemment, tu t'investis. Bah là, même ça les a pas aidés à s'investir. Et les deux autres, c'est Abdelmonem, qu'on a vu un nombre de fois incalculable lever les bras, gueuler après ses coéquipiers, et Rosario. Alors ouais, il prend rouge, mais putain, le mec, voilà, on voyait, il était désemparé sur le terrain, il était perdu, il courait de partout, il a fait tout ce qu'il a pu. C'était pas assez, mais il a fait tout ce qu'il a pu. Et on peut pas gagner des matchs de foot à 3. Honnêtement, il y a trop de gens qui n'ont pas fait leur match. Trop de gens.
Joss, par rapport à cette rencontre et pour poursuivre un peu l'analyse de Matt, qu'est-ce que tu retires en fait dans le contenu finalement? Alors, on va s'attarder un peu plus en détail sur ce qui n'a pas fonctionné parce que bah, c'est consistant, on va dire. Mais tu retiens quoi finalement de positif de cette rencontre? Alors moi, il y a un autre joueur que j'aimerais un peu sortir du lot, c'est Bombito. Alors, ok, sur le but, il est fautif, il est pas au marquage, il marque contre son camp. Bon, là, c'est pas de chance, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je trouve que quand même, il nous a sauvé plein de fois la baraque en 1 contre 1 grâce à sa vitesse et tout ça. Donc, je trouve que honnêtement, Bombito, voilà, je le préserve. Et de toute façon, de ce début de saison dans les recrues, c'est peut-être notre seule Ah, totalement, satisfaction. totalement. Et encore, c'est pas non plus extraordinaire, mais en termes de satisfaction, je pense que c'est le seul. Ce qui veut quand même dire qu'il y a eu quand même un petit problème au mercato cet été, une nouvelle fois. Mais ce que je retiens, franchement, c'est notre positif. Honnêtement, j'ai rien à en tirer de positif. Je trouve que Matt a tout dit. Les joueurs, pour moi, ils n'étaient pas concernés. J'ai vu des joueurs nonchalants qui s'en foutaient totalement. Il n'y a aucun amour-propre. Au bout d'un moment, tu es quand même pro, tu es joueur de Ligue 1. On a quand même pas mal d'internationaux. Tu es en train de te faire balader par Ferenc Barros. Enfin, je j'ai rien contre eux. Ils sont bien gentils, les Hongrois. Mais c'est quoi cette équipe? Leur meilleur joueur, j'ai vu, là, il venait d'Azerbaïdjan. Enfin, il faut se poser au bout d'un moment les bonnes questions. Ton amour-propre, elle est où? Il n'y a aucun joueur. Et en fait, pour moi, il est aussi le problème de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas de personnalité. Rosario, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher cette envie, comme tu vois, que c'est un mec qui veut gagner, qui veut. Mais footballistiquement, Rosario, putain, c'est quand même très faible. Mais tu n'as aucun joueur, tu vois, qui est capable de réunir tout le monde et de dire, oh les gars, faut qu'on se regarde dans une classe là. Et en fait, non. Tout le monde a l'impression que tout le monde joue un peu son match de son côté. Toi, tout le monde baisse un petit peu la tête. Et il n'y a rien, en fait. Il se passe rien. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il est là le gros problème. Alors, on va prendre les choses d'une manière chronologique. Vous constatez déjà que le numéro risque d'être un peu désordonné finalement. Pourquoi est-ce qu'on ferait un numéro ordonné quand on voit une équipe de l'OGC Nice pitoyable comme hier soir? Aucune cohérence, aucun fond de jeu, aucune envie. Voilà, on va essayer de redresser un peu la barre, mais on vous garantit pas une qualité optimale. Déjà, peut-être plus sur la composition, messieurs. Bon, le système, on le connaît. Il y avait eu ce débat qu'on avait eu ensemble, Matt, sur le positionnement de Sofiane Diop. Loin de moi l'idée d'imaginer qu'il aurait commencé à droite. J'avoue ne pas avoir compris pourquoi il a commencé à droite. On l'avait vu sur des moments assez spécifiques rentrer dans cette position-là, mais là il démarre et surtout il met Guessant, qui est à mon sens, messieurs, le meilleur joueur actuellement offensivement, celui qui arrive à faire des différences et qui reste sur deux prestations assez abouties à Nantes et contre le Paris Saint-Germain, justement en jouant ce poste un peu de d'ailier droit intérieur, on va dire. Il démarre à gauche, il est en difficulté forcément à mon sens parce il n'a pas ses repères. Matt, toi, tu avais l'idée peut-être d'imaginer autre chose avec un job un peu plus axial. Est-ce que tu peux développer un peu ce dont on parlait hier? Alors déjà, entre Diop sur un côté et Diop à droite, il y a un univers parce que même si tu le mets à gauche, Diop, ça reste un ailier qu'on appelle intérieur. C'est pas vraiment un ailier, Diop. Ça va être un offensif qui va rentrer sur son pied. Et là, tu le mets sur son pied extérieur. C'est dénué de sens pour moi. Et à l'inverse, tu mets Evan Guessant, qui est un joueur d'espace, sur son pied intérieur, où il s'est mais emplâtré. Il a même pas pu exister en première mi-temps. Je sais même pas si j'ai en tête une action où Evan Guessant a pu faire quoi que ce soit. Et en plus, tu as même pu éventuellement couper une potentielle relation Guessant, Laborde, pied droit, pied gauche. Alors ouais, de temps en temps, on a vu Laborde essayer en pivot, mais c'était super compliqué. Franchement, le match de Laborde n'est pas abouti. Ouais, Sofiane Diop côté droit, moi j'en ai marre, hein. Là, franchement, Francaise, alors c'est bien, il a pas compris l'échec. Au bout d'un moment, mettons des joueurs dans les meilleures dispositions aussi. Là, ta ligne d'attaque, elle est plus qu'expérimentale, et en plus de ça, je pense que les joueurs sont pas à leur poste. Donc ouais, c'était ni fait ni à faire. On l'a vu. En fait, ça a mis les joueurs en difficulté. Et on n'avait vraiment pas besoin de ça. Vu la situation actuelle de l'équipe, autant mettre les joueurs dans de plutôt bonnes conditions. Parce que là, vraiment, enfin, je suis pas enfin, j'ai aucun diplôme de coach ou quoi, hein, mais je vois très mal comment un Sofiane Diop peut servir dans le cœur du jeu un Evan Guessant avec son pied droit en étant à cette position-là sur le terrain. Franchement, c'était compliqué. Et
la complicité Diop close qui nous a donné nos deux seules actions, je crois, de la première mi-temps, là, Mm. avec ces centreurs, tireurs, ils se sont un peu rendu l'appareil. Ça a été presque la seule éclaircie du match. Franchement, c'était des actions un peu des alléluia. Franchement, là, c'était des prières, hein, ces actions. Donc, franchement, y a rien à en tirer. Et la compo, peut-être revenir un peu aussi sur le cas de Tom Louchet, qui a été préféré à Ali Abdi. Je crois que c'est le deuxième match de Coupe d'Europe où Tom Louchet prend le poste d'Ali Abdi. Ouais, il Je avait comprends démarré pas à gauche aussi à Rome à Rome. et milieu de terrain contre la Real Sociedad. Je comprends pas. C'est pas un spécialiste de ce poste-là. Il est plutôt habitué à être de l'autre côté du terrain. Puis on a vu qu'Ali Abdi, c'était quand même un mec qui connaissait son boulot. Donc ouais, je pense qu'on n'a pas non plus commencé avec le meilleur 11 possible, malgré toutes les absences, hein. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire sur le 11 de départ. Joss, par rapport à Guessant, Diop, la ligne d'attaque, ton ressenti et ton avis aussi sur Tom Louchet. On y viendra un peu plus tard d'ailleurs parce que, bon, alors certains vont dire ouais, c'est trop tôt, on est le 25 octobre, etc. Est-ce qu'on paye pas déjà des choix qui ne se sont pas soldés positivement aussi de mercato et des choix aussi d'hommes. Euh, voilà, je te laisse répondre. Ouais, alors pour la compo, ben, comme beaucoup, j'espérais beaucoup voir Diop en 10 et voir Guessant et Laborde en pointe ensemble. Parce que déjà, pour moi, Guessant n'a jamais été aussi bon que quand il tournait autour d'un autre attaquant. Pour moi, d'ailleurs, Guessant, c'est pas un ailier, c'est un joueur de pointe, mais pas un joueur de pointe seul. Pour moi, Guessant, il a besoin d'un mec autour. Pour moi, Laborde, Guessant, tous les deux en pointe, je me suis dit pourquoi pas. Diop derrière. Parce que pour moi, Diop, ce n'est pas un ailier. Enfin, pour moi, c'est vraiment un joueur d'axe. Je pense que de toute façon, il n'a pas les qualités physiques pour être sur un côté. Pour moi, Diop, enfin voilà, pareil, je suis pas entraîneur, mais de ce que je vois de lui depuis 2-3 ans qu'il est chez nous, c'est un joueur d'axe pour moi. Pour moi, c'est un 10, Diop. Voilà. Pour moi, Diop, c'est un 10. Et pour moi, en plus, le mettre sur son mauvais côté, mettre Guessant de l'autre côté, enfin, pour moi, ça, c'est n'importe quoi. En plus, Laborde, bon, on peut pas le juger là, il revient de 2 mois de blessure, mais commence à être un peu inquiétant. Laborde, quand même, je trouve que entre ses dernières prestations et là, sur certaines remises en une touche qui va directement dans Hmm. l'adversaire et tout, enfin, un petit peu inquiétant, Laborde, quand même. C'est quand même un international, on attend un peu mieux de lui, mais bon, il revient de blessure, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais voilà, pour moi, à ce niveau-là de la compo, c'était pas. Voilà, c'était voué à l'échec d'entrée. Et bah, malheureusement, ça nous a donné raison parce que bah, c'était catastrophique. Et pour Loucher, bah, Loucher, c'est toujours pareil, hein, c'est un jeune joueur. Son niveau réel, est-ce qu'on le connaît? Bah, pas vraiment. En plus, il est trimballé. Un coup, il joue milieu central, un coup, il joue ailier droit, un coup, il joue ailier gauche. On sait jamais son poste. Et clairement, quand il joue à gauche, à chaque fois, c'est très, très compliqué pour lui. Donc, oui, non, on paye certainement certains choix, certains joueurs bah, qui sont pas au niveau attendu. Après, techniquement, on était censé avoir Moukoko, hein, titulaire, mais Moukoko, bah, c'est décevant aussi. Donc, Mais il y a un je fil pense rouge que. dans ce que tu dis, Joss, et tu l'as dit pour la board, mais je vais l'étendre à certains joueurs, c'est la qualité technique. Ah ouais, mais ça, c'est pas. Hier, ce qui était effrayant, et pour le coup, je vais faire un parallèle. Monaco a joué à domicile contre l'Étoile Rouge, ils en ont mis 5. Ils ont joué sur un champ de patates. Le Louis II était dans un état pitoyable. Hier soir, vous me dites, hein, mais la qualité de la pelouse, elle était OK. J'avais l'impression qu'ils jouaient sur un terrain de district, tant les transmissions, les passes, les remises étaient compliquées. Donc est-ce qu'il y a un manquement profond de qualité technique, d'intelligence de jeu? En fait, il y a eu un manque de tout sur le match d'hier soir. Est-ce qu'on peut considérer que c'était un accident de parcours? Voilà. L'impression quand même que ça fait quelques semaines qu'on est un peu sur un fil. On essaye d'être positif et de voir le contenu à défaut du résultat. La dernière victoire de l'OGC Nice, c'est à domicile contre Saint-Etienne. Donc, bon, voilà, ça met aussi en perspective, ça fait un mois. Matt, par rapport à la qualité technique, ce dont parle Joss, il y a un manquement profond à l'OGC Nice. Allez, avec le micro, c'est mieux. Je je sais pas, franchement, j'ai du mal à me dire qu'on a des joueurs tellement de ça techniquement. On le voit, il y a quasiment toutes les équipes de Ligue 1 qui sont plus techniques que nous.
Les mecs, tu les vois sur les vidéos d'entraînement, ça reste technique, il y a du toucher de balle, etc. Franchement, je veux croire que le problème se trouve dans la tête. Quand, quand dans le foot, tu sais ce que tu dois faire, c'est beaucoup plus simple. Déjà, quand t'as les cannes, ça c'est un truc qu'on sous-estime, hein, mais avoir le coffre au foot, ça te rend tellement plus technique. Quand t'es un peu ric-rac physiquement, tout est plus dur, tous les contrôles sont plus... Il y a plus d'inexactitude dans ce que tu fais. Donc ça peut être un argument. Le deuxième, c'est de connaître le plan de jeu sur le bout des doigts, savoir ce que tu dois faire, ne pas avoir d'hésitation, que ta prise de balle soit directement dans le bon sens, que tu te facilites les choses, que là où tu vas mettre le ballon, ton coéquipier s'y attende, qu'il sache quoi faire. On a l'impression qu'on improvise tout le temps et qu'on improvise mal parce que effectivement on n'a pas la qualité technique, on n'a pas la créativité nécessaire pour jouer comme ça. Mais le football de Francaise, ça a rarement été de l'improvisation. On a l'impression que c'était des circuits de passe, des circuits de jeu prédéfinis, que les mecs connaissaient et qu'ils appliquaient très bien, très vite. Ils prenaient souvent de vitesse l'adversaire. Nice, on pris de vitesse qui cette année? On a pris de vitesse personne parce qu'à chaque fois, on est là, on fait 8 touches de balle, on hésite, on sait pas quoi faire. Pour moi, j'ai envie de dire que j'espère que le problème vient plus de là parce que ça fait des années qu'on le voit en fait. Alors moi, honnêtement, le GC Nice qu'on a vu hier, toi, Tu l'OGC Nice de fermais les yeux, Padira, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu fermais les yeux, tu avais l'impression que c'était la campagne européenne de Patrick Vieira, l'année où on en prend 6 à Leverkusen. ouais, ou même le début de campagne de Lucien Favre, hein. Franchement, c'était plus ou moins la même chose, hein. Ouais, c'est aussi pauvre dans le jeu. Donc, en bout d'un moment, je veux bien, hein, le coach, les joueurs, mais il y a quasiment tout qui a changé. C'est toujours le même résultat du travail. Je pense que là, il va falloir se mettre au travail. Il va falloir. Et puis, mettre un peu de cœur, un peu d'âme dans ce qu'on fait. Il va falloir Ouais. remettre, puisque dimanche, on y viendra, mais gros morceau avec la réception de Monaco. Joss, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Ouais, moi, ce qui me choque vraiment dans cette équipe, mais ça fait déjà depuis des années, hein, pour moi, c'est dans la continuité, parce que grosso modo, on a quand même les mêmes joueurs qui se suivent, c'est le QI foot. Je trouve qu'on a un manque de QI foot qui est assez inquiétant et assez même dramatique. Le nombre de ballons que je vois qu'on donne, mais tu te dis, on joue toujours dans la zone où il faut pas jouer. Il faut jouer à gauche, on va jouer à droite. Il faut donner, on la garde. Il faut frapper, on la passe. Il faut passer, on frappe. On fait systématiquement les mauvais choix et même dans nos déplacements. Enfin, hier, c'est encore plus flagrant parce qu'on a fait un match catastrophique, mais le nombre de ballons que je vois qu'on donne des fois en profondeur, mais qui vont à personne. Et en plus, tu te dis, mais à quel moment tu donnes ce ballon en te disant ton coéquipier va pouvoir la récupérer, ce ballon? Tu l'as balancé, tu l'as donné, mais elle va en touche, elle va en 6 mètres, elle est trop forte. Il y a un nombre mais, de choix qui sont mais, désastreux. Et pour moi, ça, c'est encore plus inquiétant que la technique parce que Matt a dit un truc, il a totalement raison, c'est que quand tu as le coffre et que tu as le physique, la technique, elle suit. Ça reste quand même des pros. Ils sont tous plus ou moins techniques. C'est des professionnels, les mecs. Et c'est sûr que si tu as le coffre et que tu as le physique, le foot est beaucoup plus simple quand tu as les jambes et que tu es bien dans ton corps. Ça, c'est clair. Mais le QI foot, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Alors, ça peut se travailler, mais tu l'as ou tu l'as pas. Et moi, je trouve que le nombre de mauvaises décisions qu'on prend, et surtout offensivement, mais c'est hallucinant et c'est inquiétant. Voilà. Effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on avait souligné contre Nantes, hein. Des Mmh. situations où en fait tu as l'impression, alors est-ce que c'est un manque de confiance, est-ce que c'est un manque de QI foot, où tu te rends la situation compliquée alors que c'est une situation qui est censée être avantageuse Mmh. dans un premier temps. Donc bon, à voir. On va revenir sur le but quand même, parce qu'il y a un joueur qui est quand même doublement fautif sur ce but-là, c'est Antoine Mendy. Antoine Mendy, on l'a dit, c'était encourageant, c'était bon contre Nantes, mais là, la marche européenne a été beaucoup trop compliquée pour lui. Fautif, eh bien de la faute qui mène au coup franc en ayant loupé un contrôle à 30-35 mètres. Donc déjà, erreur technique, faute derrière. Et puis l'alignement pour le hors-jeu sur le coup franc. Derrière, on peut dire qu'effectivement, Bombito lâche un peu son marquage, touche Mmh. involontairement le ballon de la tête, que Boulka, sur la tête, je suis désolé, le ballon il passe à un endroit où il ne doit pas passer. Voilà, encore une fois, vous allez me dire, ouais, Boulka, machin. Je suis désolé, les gars, la tête, elle est pas rapide. Je veux dire, au bout d'un moment, tu- il peut mieux faire, mais on reste focalisé sur Antoine Mendy. Et puis voilà, des approximations techniques et le sentiment d'une absence totale de sérénité, en fait. Il y a eu bon nombre de situations où il se retrouve
où il se retrouve face à Bouka, donc dos au jeu, où il est sur un fil. Il est sur un fil. Euh, donc, est-ce que c'est l'apprentissage? C'est encore un jeune joueur. Je vais volontairement dire quelque chose de peut-être d'un peu trop hâtif, mais Matt, est-ce que on paye pas aussi des choix d'hommes et de mercato qui n'ont pas été bons pour l'instant? Je m'explique. Tom Loucher, un prêt. Antoine Mendy, un prêt dans un club un peu plus bas. Voilà, là, tu fais le choix des jeunes. On était le premier à le demander, hein, et nous les premiers, hein. Mais force est de constater que là, pour l'instant, tu as du mal à récolter les fruits. Bah, le prêt, totalement. Moi, je suis totalement d'accord. Faut que ces jeunes, ils aillent en prêt. Là, j'ai surtout peur qu'on les crame, en fait, qu'on les Ah oui. grille. Parce que ils ont besoin aussi de prendre confiance dans leur football. Et là, c'est pas leur rendre service que de les mettre en pleine lumière. Et surtout, là, l'erreur, c'est payer cash. Antoine Mendy, ce contrôle, il l'a réussi 1000 fois. Là, il le rate parce qu'il joue avec la peur. Clairement, ça s'est senti. Il est pas serein dans ce qu'il fait. Et, euh, et ouais, on le paye, on le paye. Après, je pense que c'est un choix qui est réfléchi quand à côté de ça, tu es censé avoir 5 défenseurs centraux et que Mendy est censé être ton cinquième défenseur central, tu vois. Donc on paye, en fait ça se voit parce que on est hyper fragilisé par les blessures. Sur l'action et globalement sur le match, hein. Antoine Mendy ça a clairement mis en valeur l'écart de niveau qu'il y avait entre lui et le niveau européen. Et il va falloir réfléchir à peut-être un prêt potentiellement dès cet hiver si on arrive à résoudre ses problèmes de blessure ou sinon pour l'année prochaine, aller l'envoyer en Ligue 2, qu'il accumule du temps de jeu et surtout à un niveau où il sera peut-être légèrement au-dessus de la moyenne sur le terrain pour prendre en confiance et pour pouvoir exprimer son football. Parce que là, le pauvre, il peut rien exprimer en fait. À chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il prend une décision, on sent même ses équipiers n'ont pas confiance en lui. Je crois qu'il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est en deuxième mi-temps. Il y a Bombito qui le massacre. Gros plan sur Bombito et on lit sur sa bouche Antoine, Antoine, je sais pas ce qu'il lui dit. Mais en fait, il était perdu sur le terrain, Mendy. Donc ouais, on le paye cash. Mais j'ai du mal à jeter la faute sur l'organigramme du club qui garde un jeune comme cinquième défenseur. Honnêtement, je trouve ça, en début de saison, quand on regarde l'effectif défenseur, tu joues à 3, c'est ton cinquième défenseur, tu te dis, bon, il aura peut-être quelques minutes, c'est bien pour lui. On a la réponse, il faut qu'il parte en prêt. Voilà. Maintenant, on sait ce que c'est les véritables besoins d'Antoine Mendy. Mais on a aussi besoin, tu vois, d'accepter ce genre de sacrifice. C'est l'apprentissage, ça nous coûte hyper cher, mais ça nous coûte aussi cher parce qu'on est dans une situation vraiment délicate. En temps normal, on devrait pas se retrouver dans cette galère-là. Joss, ton ressenti un peu sur la discussion, sur la gestion de groupe, est-ce que tu rejoins Matt sur ce qui est dit? Ouais, je trouve que Matt a tout dit en fait, hein. Techniquement, Mendy, il n'était pas censé jouer autant. C'est notre cinquième défenseur centraux. À cause des blessures et tout ça, il se retrouve à jouer beaucoup. Et malheureusement pour lui, ça lui rend pas service pardon, parce qu'il n'est pas prêt. Après, je pense qu'aussi à la base, si c'était un crack, on le saurait. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a besoin de travailler et voilà, il a besoin de beaucoup travailler, il a besoin de prendre confiance. Parce que là, c'est clair que pour lui, on l'envoie au casse-pipe, le pauvre. Et je pense aussi que c'est bien d'avoir des jeunes du centre dans l'équipe. On en a besoin. De toute façon, même pour s'inscrire en Coupe d'Europe, il en faut. Donc, on en a besoin. Mais je pense que voilà, lui, il n'est clairement pas prêt. Là, en plus, il enchaîne comme des prestations assez moyennes, voire hier catastrophiques. Parce qu'il rate, on parle du premier but où il rate son contrôle, mais il refait la même action en deuxième mi-temps. Il rate un contrôle facile qui va limite en touche, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça prouve que de toute façon, voilà, il a aucune confiance. Mais le problème, c'est oui, là pour le coup, c'est nos blessures, parce que sans les blessures, il est censé moins jouer et ça lui aurait plus rendu service. Et après, il y a une petite chose à pas oublier aussi, c'est qu'on joue avec 3 défenseurs centraux. C'est une tactique qui est très dure à apprendre pour les défenseurs. Il y a beaucoup de défenseurs qui se feront jamais à cette tactique-là, hein. C'est pas évident à mettre en place. Et peut-être que lui, je jouais dans ce rôle mi-arrière droit, mi-défenseur central. Enfin, peut-être que ça lui convient pas non plus. Je sais pas, mais je pense que un prêt, mais je pense que le prêt, ça sera l'année prochaine. Cet hiver, à moins que tu recrutes, mais t'en as besoin, on a trop de blessés. Youssouf, il va se reblesser, hein, on va pas se mentir, hein. Youssouf, c'est un match sur 5, donc il va se reblesser. Dante, on sait pas dans quel état il sera vu son âge. Donc pour moi, sauf si tu recrutes, mais sinon, tu es obligé de garder Mendy cet hiver. T'as pas le choix.
Effectivement. Alors, le but, il vient aussi d'un un coup de pied arrêté. Et alors, je suis remonté qu'à la Lazio, il y aura sûrement d'autres situations qui vous viendront en tête. Mais le but encaissé à la Lazio, le premier celui de Pedro, l'égalisation de Nuno Mendes contre le Paris Saint-Germain et le but hier, c'est une question qui a été posée à Francaise en conférence de presse. Est-ce que finalement, Matt, on va dire, ce manque de concentration, ce manque de rigueur défensive dans un secteur de jeu aussi spécifique que les coups de pied arrêtés, c'est pas finalement symbolique d'une équipe qui ne fait pas équipe, selon toi? Franchement, je sais pas trop, hein. Je saurais pas te dire si c'est l'équipe qui fait pas équipe ou si c'est Marcin Bulka qui a oublié comment on faisait une sortie aérienne. Merci. Parce que dans cette zone-là, il y a aussi l'égalisation de Toulouse, hein. C'est la même zone, là, à côté de son poteau. À chaque fois qu'on met une balle ici, oh, tu fais 8 mètres, c'est bon, j'en ai marre de voir Gregorini dans les cages. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, Gregorini, c'est Kasper Schmeichel, mais borgne, tu vois, c'était compliqué. Non mais c'est vrai, il avait des problèmes de vue, je crois, Gregorini. Il était archi myope ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'est quelque chose, hein, quand même. Il faut savoir que ce mec, il est dans les petits instants Gregorini, hein, gloire à lui, mais vu qu'on jouait tout pour la défense à l'époque, il fait partie des gardiens qui, sur une saison, ont pris parmi le moins de buts dans une saison. Donc grande à lui, mais franchement, Un croyez des pas que c'est une joueurs, légende. un des Niçois les plus capés en première division. Ouais, super. Voilà, légende du club. Hein, on a les légendes qu'on mérite à Nice, hein. Bon, tout ça pour dire, Marcin Bulka, en un an, on est passé de Manuel Neuer à Gregorini. Ça fait mal, ça, franchement, ça fait mal au cœur. Et là, sur sa ligne, je suis désolé, hein, t'as le droit de pas sortir. Kasper Schmeichel, il aurait pas pris ce but, hein. Il nous l'a sorti 100 fois. Alors ouais, ouais, ça aurait fini sur sa ligne, mais sur sa ligne, il était bon. Là, franchement, sur sa ligne, c'est même pas impérial, Marcin Bulka, donc va falloir sortir, hein. Tu fais 8 mètres, t'es rapide, t'es dans le domaine aérien, t'es plutôt bon, tu l'as montré. Ça avait rassuré toute la défense. Là, c'est catastrophique. Prochaine étape, c'est quoi? On met Boulendi sur le terrain. Enfin, il nous rend pas service. Il met pas sa défense en confiance. Donc je veux bien que Mendy, etc., qu'on ait des galères, mais faut que Marcin Bulka fasse son taf sur les coups de pied arrêtés. Et pour revenir un peu sur Bombito et Mendy, l'alignement, ça arrive de se faire prendre dans le dos sur un coup franc comme ça. Quand on voit où la balle arrive, elle est tous les jours pour le gardien, honnêtement, hein. Non, mais Bombito, ça c'est arrive dans son surtout dos, il colle pas le joueur, mais pour putain, le si gardien t'es dans ou les 6 pas, mètres. Matt, bah, dans la position où tombe le ballon, je suis désolé, mais c'est hormis, enfin, je veux dire, Ferme ton angle, c'est ça que tu veux dire. il ne peut pas mettre une tête directe. Elle est trop éloignée. En théorie, c'est, allez, remise et ballon dans les 6 mètres pour une occasion. Mais là, je veux dire, bon, déjà, t'as pas de réussite sur la tête. Mais bon, je te rejoins, mais j'ai l'impression que. Il doit même pas la prendre cette balle, il doit même pas la prendre. Mm. Le ballon, quand il arrive ici, tu dois avoir Marcin Bulga qui arrive comme ça, les deux mains en l'air, qui chope le ballon à 3 mètres de haut. On n'en parle plus. Il doit même pas y avoir d'action. On a failli le reprendre, hein, ce but. Je crois qu'il y a une action. Je crois que c'est encore en première mi-temps. On a failli en prendre un deuxième comme ça, dans la même zone. Donc il faut arrêter de croire que ah ouais, le marquage, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, sur coup de pied arrêté, les attaquants sont dans le sens du jeu, les défenseurs non. Donc quand tu mets un ballon très profond, toujours, hein, les attaquants seront en meilleure position parce qu'ils arriveront plus vite sur le ballon. Pas dans ce cas-là, c'est à la personne qui est du coup en... qui voit le jeu venir, donc le gardien, d'intervenir. C'est tout. Il faut que Marcin Bulka fasse son taf. Une fois de plus, un commentaire sur Ouais. Marcin Bouka. Alors, moi, Joss, ton ressenti là-dessus? Bah oui, c'est sûr que ce qui se passe avec Marcin depuis le début de saison, c'est assez compliqué et assez difficilement explicable, surtout. Comment on peut passer du niveau qu'il avait la saison dernière à cette saison? Alors, on parle de son contrat qui vient pas, tout ça, alors ok, mais est-ce que vraiment ça change sa qualité de jeu sur le terrain? Je sais pas si ça influe à ce point-là, mais en tout cas, oui, c'est inquiétant. Et clairement, pour moi, hier, il doit sortir. Il fait en plus, c'est un gardien qui est très grand, qui est ultra agile. C'est un chat, le mec. Et il doit aller la chercher. Mais facile, cette balle. En plus oh, elle n'est pas compliquée à aller chercher. Il y a des fois où tu dis, ouais, là, c'est un peu compliqué. Elle est forte. Là, franchement, elle est assez simple. Ou alors, il sort au Et en point. plus, Enfin, je veux dire. oui, oui, on s'en fout. Je ne demande même pas qu'il la bloque. Il me dégage ce ballon. Et en plus, après, même sur bah, le but qu'on se prend, pour moi, il doit la sortir, quoi. Elle est entre son poteau et son corps. Elle n'est pas très forte. Alors, il peut être surpris par le fait qu'elle soit contrée, mais quand même, au niveau réflexe, ça peut être plus tranchant. Mais pour moi, le problème des coups de pied arrêtés, on l'a aussi au point de vue offensif, hein. On est nul sur coups de pied arrêtés, en fait.
quand on les tire super mal. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a des grands gabarits. On n'en prend pas une de la tête, mais on n'en prend pas une seule. C'est assez abominable. Ferencváros, nos joueurs, on est plus grand qu'eux. Hein. On est plus grand, on est plus costaud qu'eux. On n'en a pas pris une. Et ben, c'est dans la continuité du reste. Et ça va avec le quick-foot parce que tu te places mal, parce que tu anticipes mal les trajectoires, parce qu'après, bon, là, c'est la technique, tu les tires mal aussi quand c'est en position offensive, tu les tires très mal. Et voilà, c'est tout cet ensemble fait que ben, tu es en danger sur chaque coup de pied arrêté et toi, tu es incapable de donner du danger quand c'est toi qui t'en procure. Et je Voilà. rajouterai un truc, la passivité. Oui, ça va avec. Ouais. Enfin, et le nombre de fois où on est passif sur ces actions-là, on en veut moins, bah, Hmm. ça se paye dans ce compartiment-là du jeu. Offensivement, surtout offensivement, moi ça me choque de voir nos attaquants qui restent les deux pieds dans le ciment. Quand il y a un centre qui part, il te tombe pas dessus, bah, va au ballon. Enfin, Mais dans les deux cas, dans Ah, les deux bah oui. sens, je vois, il y a eu un bon nombre de situations, surtout en deuxième mi-temps, où tu es mené au score, tu essayes de revenir et tu as l'impression que le centreur n'y croit pas, Hmm. déjà. Mais tout à fait. Et la zone qu'il trouve, des fois, je sais que voilà, Klose a un bon pied, hein, mais tu te dis le centre il est pas dégueu. Mais non, ça tombe jamais sur un joueur. Et puis on a gratté combien de secondes ballon hier? Hmm. Combien de secondes ballon, de ballons dégagés où tu te dis, voilà, si t'es pas bon dans le jeu, essaie d'être bon dans le duel pour gratter ces ballons-là et combler le fait que tu sois absent footballistiquement parlant. C'est ça qui rend fou. Tu joues quand même Hmm. la Coupe d'Europe hier soir, il te faut quoi de plus? Il te faut quoi de plus? Hier soir, tu joues la Coupe d'Europe. Hmm. Tu joues la Coupe d'Europe, tu as la Ouais. possibilité, avec le calendrier qui s'offre à toi, de récupérer. On part sur 3 victoires pour être sûr d'être barragiste. Tu fais rien hier. Tu fais rien. Je sais pas ce qu'il leur faut. Ils ont à leur tête un des coachs français les plus en vogue, qui a été élu il y a 2 ans meilleur coach de France, qui prend un jeu offensif où les joueurs sont censés se régaler. Il a créé un truc de fou à Lens, il arrive à Nice, tout le monde est bidon. Je veux dire, c'est bon quoi au bout d'un moment. Donc hier, je me suis dit, alors c'est peut-être un peu extrême, mais est-ce que finalement, Eze, bon déjà confiance en Eze ici jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Parce que ça fait le 8e coach depuis Ineos et toujours les mêmes problèmes. Mais est-ce que finalement, voilà, c'est pas aussi des joueurs qui ne sont pas alignés et qui ne correspondent pas autant psychologiquement et physiquement à ce qu'attend Eze de l'équipe? Bah, de toute façon, on regarde depuis quelques années, quand il y a les conférences de présentation des joueurs, quand on recrute des joueurs. T'as River, c'est souvent lui qui dit ça, qui dit le plus important, la mentalité. Ben, moi, en fait, à chaque fois, je vois des mecs, c'est, je sais pas, des gnocchis quoi, sur le terrain. C'est des mecs. Euh, je vais prendre un exemple, c'est parce que c'est censé être notre meilleur joueur techniquement, c'est Boga. Tu vois, Boga, c'est censé quand même, c'est un gros transfert. C'est censé, ouais, le gnocchi, je pense que ça fait. Le, oh, le gnocchi, je m'en suis pas Non, mais remis. c'est des gnocchis. Mais pour moi, c'est ça, c'est des mecs qui sont là. Ils sont, tu vois, si tu mets pas de sauce et tout, ils sont sans saveur, quoi. Tu vois, c'est de la pâte, là, tu vois, ils sont là, ils sont. Et pour moi, Boga, il sélectionne totalement. Boga, c'est, oui, de temps en temps, il va nous faire un éclair et il va être incroyable parce qu'il a la technique, mais c'est un mec, il a pas de saveur, tu vois. Et pour moi, tous nos joueurs sont comme ça. On nous parle de mentalité. J'en vois aucun, tu vois, qui a une mentalité de gagnant. J'en vois aucun pour moi. Je suis désolé. On a, à part certains, bien sûr, on va pas faire généraliser, mais les trois quarts, on a des losers sur le terrain. C'est des mecs qui sont là, ils rigolent après que l'adversaire. Euh, tu les sens pas concernés. Et moi, je te dis, le match de dimanche, qu'on me sorte pas l'excuse des deux jours, pour moi, ils sont en pleine forme. Hier, ils ont fait un petit décrassage entre amis avec les Hongrois, très bien. Dimanche, tu dois pas être fatigué après la prestation que tu as fait hier. Et pour moi, tout ça se mélange parce qu'on a un gros problème pour moi dans le choix des hommes, tu vois. Et ça se ressent sur le terrain, tu vois, avec ce que je vois hier. Du coup, mais moi, je me mélange dans ce que je dis. Je sais plus ce que je dis. Les gnocchis, ça m'a perturbé aussi. Mais enfin, bref, j'en ai marre. Euh, je veux voir au moins de l'amour propre sur le terrain. Je veux voir des joueurs au moins qui se donnent et qui ont envie de prendre du plaisir. Parce que comme tu as dit, on a Franquès comme coach. Moi, j'ai confiance totale en Franquès. Et putain, tu es un joueur offensif, là, tu dois te faire plaisir. Tu dois être, putain, là, on va se régaler. Et j'ai l'impression de voir des mecs amorphes qui en ont rien à foutre. Et c'est ça pour moi qui me rend le plus fou, c'est ça. Voilà. je rajouterai un Ouais. truc. Alors, est-ce qu'ils se rendent compte ou pas qu'ils ont pas d'amour-propre et que c'est des serpillères? Je pense que oui, parce que il y en a pas beaucoup qui sont allés saluer le parquage après le match. Déjà, ils y sont pas allés en équipe, ils y sont allés un peu au compte-gouttes. Mm. Donc
soit c'est vraiment soit c'est vraiment des sous-merdes, hein, parce qu'il n'y a pas de respect, soit ils ont conscience que, que c'est honteux ce qu'ils ont Ouais, fait. enfin, Voilà. dans les deux cas, ça t'empêche pas d'aller saluer le parcage, de donner un maillot et de repartir au vestiaire. Mais bon, ça après. Non, mais Euh, ou juste de laisser les mecs en face de toi te critiquer. Au bout d'un moment, faut accepter la critique. Moi, j'ai encore l'image l'année dernière de Todibo qui, à la moindre critique, essaye d'aller mettre des marrons au public. On est chez les fous dans ce club. On est chez les fous. Et nous, on est là. Je t'aimerai toute ma vie à tes côtés, je combattrai. Mais combattre de quoi? On les a vus combattre, les mecs. Il y a eu aucun combat, il y a rien eu sur le terrain. Honnêtement, j'espère qu'il y aura du monde au stade dimanche. Et j'espère aussi qu'on va les bousculer un peu, les joueurs. Parce que je sais, à Nice, on applaudit des mecs quand ils réussissent une touche. C'est culturel. Mais à un moment donné, c'est peut-être à nous aussi, tu vois, d'arrêter de distiller cette espèce d'esprit de loser, là, de se contenter du minimum, de ah ouais, mais Ah, je suis pas forcément d'accord avec toi, Ferencvaros, Matt. ils ont l'habitude des joutes Matt, européennes. Ah, Matt, c'est bon, je Matt. m'en branle. Au bout d'un moment, vas-y, ils arrivent tous à se sublimer. À l'Olympique Lyonnais, on le voit, quand les mecs, c'est des serpillères, et ben, ils font une belle rangée devant la tribune, ils se font pisser dessus par le capot pendant 25 minutes. Hein, on leur explique que c'est des petits enfants pourri gâtés. Et qu'est-ce qu'on voit un an plus tard? Les mecs, ok, ils perdent contre Besiktas, mais ils leur ont roulé dessus. Ils mettent 8 poteaux, les mecs, ils ont tout mis sur le terrain. T'es supporter lyonnais, t'as les boules parce que t'as perdu le match. Mais ils t'ont pas fait honte, les joueurs. Tu vois, les mecs, ils se sont tués sur le terrain. Ils ont représenté l'institution. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc là, nous, ce qu'ils ont. Là, toi, t'as pas de problème avec l'image de l'institution hier. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que quand tu dis que le public n'est pas exigeant, pour moi, le contre-exemple, c'est l'année dernière. C'est-à-dire que tu as les résultats, mais tu te régales pas. Et c'est ça qui me fait dire aussi que quelque part, on a un public qui est peut-être nostalgique de, il y a certaines années, une forme de, de plaisir, on peut le dire, que ce soit sous Puel, l'année Ben Arfa ou après sous Favre, où tu avais le jeu et les résultats. Donc toi, je suis pas forcément d'accord. Par contre, effectivement, on est un peu dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que l'époque où ça descendait au centre d'entraînement parce qu'il y avait des mauvais résultats et à l'époque où on jouait le maintien, on avait une équipe avec beaucoup moins de talent qu'aujourd'hui. Cette époque, elle n'existe plus. Mais c'est pas tant. Je pense que c'est une affaire Non, aussi mais de génération. Tu vois, Pancho, le public d'aujourd'hui en 2024, c'est pas le public d'il y a 20 ans aurait. Tu vois ce que je veux te dire aussi. non, mais il y a une différence entre un manque d'engouement quand on gagne des matchs sans la manière et de l'exigence quand les mecs font les serpillères sur le terrain. La plus grosse action coup de poing qu'on ait vue pour ce genre de situation, c'est une grève des supporters. Quand est-ce qu'on leur souffle un peu dans les bronches aux joueurs? C'est quand la dernière bronca que t'as entendue à l'Alliance? Oh Est-ce là. que t'as déjà entendu une bronca à l'Alliance? Dirigée contre notre équipe, hein, je te dis. Le dernier mec qu'on a un peu malaxé, c'est Thuram. peut-être. Pas Thuram léger, hein. qui sort Il sur n'y a pas une. longtemps, ils s'en est pris une belle. Ouais. Ouais, une belle. Je crois que c'est Ouais. contre Paris, Mm. hein, justement, en Un fin de des saison derniers matchs de dernière. la saison D'ailleurs, je crois que dernière. c'est l'une de ses dernières actions chez nous. C'est une sortie, parce qu'après, je crois qu'il termine blessé la saison, où il sort hué. Mais je te rejoins complètement. Il n'y a pas eu Super. de. Dernier match de la saison. Donc on va attendre la fin de la saison pour leur dire ah, vous nous avez bien pissé dessus toute l'année. Stop au bout d'un moment, tu vois. Les mecs, il faut aussi qu'on ait une relation avec eux où ils comprennent qu'on en a plein le cul de passer pour des cons. Non, mais là, après, honnêtement, pour moi, dimanche, c'est le match parfait. Et je pense que, honnêtement, je suis quasiment persuadé. Dimanche, imaginons, on prend une rousse contre Monaco. Même pas une rousse, on perd même 2-0. Tu vois, c'est pas une rousse sur papier, mais tu perds 2-0 contre Monaco. Je pense que la banca, tu l'auras, c'est sûr. Après, le problème qu'il y a, et c'est moi, là, le doute que j'ai, c'est est-ce qu'on a les joueurs sur le terrain? Parce que pour moi, ils n'ont pas d'amour propre. Donc, tu peux les siffler. 2 heures après, ils seront sur TikTok, sur un truc. Pour moi, les joueurs qu'on a, ils en ont rien à branler. Je te le dis clairement. Et je suis pas sûr que c'est un effet. À l'époque où tu dis où il y a eu les descentes et tout ça, Schallerman, c'est vrai. Mais sur le terrain, tu avais des mecs comme Digard, tout ça. Même d'ailleurs, ça avait bien chauffé avec lui. Mais c'est des mecs qui ont quand même, tu vois, du caractère on l'a vu après. Il est quand même resté au club. Il a quand même un amour du club et tout ça. Et c'est des mecs qui ont de l'amour propre. Là, honnêtement, j'ai l'impression. Demain, tu les siffles, ces joueurs-là. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Je te dis la vérité. Je pense que lundi, retourne à l'entraînement. Et comme si de rien n'était, on passe à autre chose au match suivant. Je suis même pas sûr que c'est un impact sur cette équipe-là. Tu vois, tant qu'elle manque de caractère et elle n'a pas l'air unie. Tu vois, tu vas faire quoi? Tu vas siffler individuellement des joueurs. Donc, ouais, les joueurs individuellement vont dire je vais me faire siffler. Il y en a que ça va toucher. Et encore que. Il y en a, ils vont rien avoir à branler. Et je suis pas sûr que c'est un impact vraiment positif. Alors, je dis pas qu'il faut pas les siffler. Hein. Moi, je serais le premier à les siffler s'ils me gonflent. Mais est-ce que ça va avoir un impact positif sur l'équipe, sur le groupe?
J'en suis pas sûr parce que je suis pas sûr que ce soit le style de groupe à avoir cette envie-là. Je sais pas. Et puis, Juste un truc, que ce soit la solution ou pas, j'en sais rien, mais hier, le seul qui a le droit à un chant, c'est Boulka. Un mec qui est en train de faire un bras de fer avec le club hmm, pour qui porte une le raison ou brassard une autre, à la sortie de Rosario aussi, hein, faut le souligner. et, et qui est pas au niveau. Hmm. Et qui vraiment est pas au niveau des attentes cette année. C'est le seul. T'as un type, il s'ouvre le crâne, il pisse le sang, vraisemblablement du stade, petite sueur froide quand même. Le mec, il revient sur le terrain. On a entendu des applaudissements, quelque chose. On a entendu une marque de respect, tu vois, un peu de. On savait faire ça avant. Quand on avait un joueur qui se tuait. Melvin Barr, c'est l'exemple parfait. Ok, le mec faisait des matchs de merde, mais quand il se tuait sur le terrain et qu'il sortait et qu'il devait passer devant la pop parce que faut vite sortir du mauvais côté du terrain, on rendait à ce mec. Ok, t'avais les pieds carrés là sous Favre, mais on voyait les efforts. Tu vois, on savait rendre à ces gens-là. J'ai l'impression qu'on sait plus rendre aux joueurs qui mouillent le maillot. Et moi, ça m'emmerde, hein. Il y a des champs pour quasiment aucun joueur, hein. T'as Boulka, Dante, tout le reste, on sait même pas s'ils font partie de l'effectif. Tu vois, Guessant, fils du club, c'est quand même le seul attaquant qui tient un peu la baraque, on n'a jamais chanté pour lui. Moi, honnêtement, on a aussi, nous, en tant que supporters, un niveau d'exigence et de relation avec cette équipe qui est pas bon. On crée pas de relation avec cette équipe. Donc on peut pas leur demander d'avoir, eux, du respect envers nous quand on n'a pas de considération pour eux. Voilà, c'est tout ce que je Non, dis. mais t'as raison, mais après, je trouve qu'on a un problème aussi dans cet effectif. C'est que à qui tu t'attaches comme joueur dans cet effectif. Je vais dire une petite anecdote personnelle, elle est conne, mais je vais dire, mais c'est quand même, ça a du sens. Chaque année, je prends un maillot, d'accord? Je prends toujours un maillot, le premier, le demi, l'extérieur, le sort, peu importe. Je fais un flocage. Cette année, je suis incapable de te mettre un joueur. Je ne sais pas qui mettre. Pourquoi? Parce que je suis attaché, pas à personne. Dante, bien sûr que j'aime, c'est pour moi, c'est une légende du club. Mais à part ça, il y a personne à qui je m'attache. Et les chants des supporters, ça va aussi avec qui tu t'attaches, tu vois, avec qui un joueur qui te fait rêver, qui tu as envie de t'identifier. Pour moi, dans cet effectif, il y a aucun joueur, à part Dante et un peu Boulka dans la mentalité sur sa première saison, bon, c'est à part. Mais il y a aucun joueur chez qui tu peux te t'identifier, te dire ouais, ce mec, c'est voilà, c'est moi comme si j'étais joueur pro, je voudrais être ce mec-là, tu vois. T'as aucun joueur à qui tu peux t'identifier. Guessant, ça doit être un mec du club. Guessant, il n'empêche que c'est notre meilleur joueur, je suis d'accord, offensivement, mais ça veut quand même déjà dire qu'on a quand même un problème. Ce Guessant, ça reste pas non plus, tu vois, le top niveau, hein, c'est quand même, c'est léger. Mais c'est notre meilleur joueur, il n'y a rien à dire. Même moi, toi qui suis pas fan, je peux rien dire. Pour moi, on n'a pas mieux. Donc c'est notre meilleur joueur devant. Mais enfant du club, ok, mais il est allé à Nantes, il a eu des déclarations un peu bizarres, et puis après, il a rien fait pour me faire vibrer. Il a comme toujours cette nonchalance. Sur le terrain, il te fait quand même pas vibrer, Guessant, tu vois. Par éclat, il va te faire un peu plaisir, mais c'est pas un joueur qui, tu vois, tu vas pas au stade pour voir Guessant jouer, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça qu'au niveau des champs et au niveau tout ça, ça suit pas, parce qu'il n'y a pas d'amour joueur public, parce que ben, on se reconnaît dans personne dans cette équipe. Pour voyer le public, se reconnaît pas. Alors, je vous écoute, hein, c'est un débat qui est intéressant, mais en même temps, comment est-ce que tu veux créer quelque chose lorsque tous les ans, ton entraîneur change, lorsque tous les ans, les mêmes problèmes ressurgissent, lorsque tous les ans, d'un coach à l'autre, tu négocies mal les matchs basculent. Moi, je veux bien hein, qu'on tape sur les supporters et le niveau d'exigence, mais moi, je constate qu'ils sont 800 à Rome, qu'ils sont 600 à Budapest. Tu y étais, Matt, à Rome. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus? À la fin du match, ils se sont farcis une chiasse pas possible. Je les ai vus applaudir. On les a entendus. J'en ai marre qu'on applaudisse, On moi les j'en a ai marre entendus. qu'on Mais applaudisse. parce que la base du supporterisme, c'est ça, Matt. Ouais. C'est ça la base du Convié au bout d'un moment, supporterisme. moi j'ai pas envie d'applaudir C'est des que mecs qui m'ont chié dessus. même en Ah non, R2, non, non. même en R2, tu es là pour ton club. Mais, Peu importe tes bah, résultats. va voir un match de RD, tu vas voir de la grinta. Voilà, je te le dis. Mais non, Tu mais veux voir la c'est- différence entre un tu- match de. tu- Sauf tu qu'il y a ça confonds. aussi, il y Mais a tu ça aussi. confonds. Tu peux pas remettre la responsabilité sur des supporters. Mais non, mais lorsque- pas sur des supporters. Je te dis juste que quand on nous pisse dessus, moi j'en ai marre d'applaudir des joueurs qui me pissent dessus, c'est tout. Après, ouais, il faut Alors juste je veux pas bien, on les mélanger ça. supporte, on est gentil, mais j'en ai marre qu'on soit gentil. Tous les clubs de France ils pissent sur leurs joueurs. Ok, on est l'exception à Nice. Moi j'en ai marre de me faire pisser dessus par T'es à l'équipe. l'extérieur. C'est Non, Si mais tu veux t'as- vraiment faire une c'est opération, intimidant. tu fais ça contre Monaco à domicile. Et encore, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura quelque chose. Non, mais après, il faut juste pas aussi mélanger une chose. Tu as supporters et tu as les ultras, la Populaire Sud, la BSN, honneur et fidélité. Eux, ils sont dans leur rôle, c'est de toujours supporter l'équipe. Après, bon, bien sûr, il y aura des limites à pas dépasser et à ce moment-là, on verra. Mais ils restent dans leur truc de nous, on est un groupe ultra,
honneur, fidélité, on les soutient quoi qu'il arrive, on perd pas la face, c'est notre truc. Après, tu as les supporters autres qui sont aussi fans, hein. T'as pas que des ultras, tu as aussi les supporters qui sont vraiment fans. Et là, eux, tu peux être un peu moins indulgent parce que toi, tu es juste supporter, tu veux que ton équipe elle gagne, tu veux que ton équipe elle joue bien. Et dans ce cas-là, si c'est pas le cas, voilà, tu vas siffler tout. Mais pour moi, la BSN, techniquement, elle est dans son rôle. C'est un groupe ultra. Ils sont là pour supporter, encourager. Après, c'est pour le moment, c'est pas encore le feu dans la maison. On va attendre un petit peu de voir ce Oui, qui va se passer. Dire juste, On n'en est pas encore. Mais voilà, ils sont dans leur rôle pour moi. et juste une petite chose, bravo hein, d'ailleurs à tous ceux qui sont allés, on l'a pas dit, hein, mais à tous ceux qui sont allés à Budapest parce que malgré la purge, ils ont pas arrêté de chanter. Ils ont pas quitté le stade à la mi-temps ou autre. Enfin, je vanne un peu, hein, Mm. mais ils ont pas lâché et juste pour ça, bravo, Ouais. je pense à tous Mais ceux ils qui ont étaient fait un là. kiff, voilà. et ça a été souligné par. Ambiance à Ferencváros. J'étais Hmm. surpris. À la télé, Ferencváros, grosse ambiance, je trouvais. Ah, mais Ça Entre se le passe toujours calme et bien. tout, ça envoyait bien. le football hongrois, il y a une vraie, il y a un Une vrai, grosse ferveur. ouais, une grosse ferveur et un vrai Mm. engouement, surtout pour l'équipe nationale. Euh, Maintenant, voilà, juste pour refermer la parenthèse sur les supporters, j'ai quand même du mal, moi, tu vois, à, à pointer du doigt, même si j'entends le message, Matt, sur ce que tu dis. Maintenant, je veux dire, au bout d'un moment, comme tu dis, Joss aussi, hein, tu as du mal à t'attacher. Les gens, ils viennent au stade pour supporter. Il y en a qui viennent aussi pour se faire plaisir. C'est bien. Cette année, il y a plus de gens qui viennent au stade aussi, je pense, parce qu'il y a plus de football. Maintenant, on a besoin qu'il y ait plus que ça. Plus que ça. Et surtout, et là, je pense à Flo, qui avait tiré la sonnette d'alarme suite au débrief qu'on avait fait sur la Lazio, qui disait aucun progrès en Europe. Voilà. On est en 2024. On se targue. J'ai en tête la déclaration de River en fin de saison dernière. J'ai plus les chiffres en tête. 6 participations en 9 ans, un truc comme ça. Bref, un truc vraiment où c'est très très positif. Aucun progrès. Aucun progrès. C'est-à-dire que tu fais des Ça, phases c'est de le groupe, des problème. phases de championnat. Ton milieu de terrain, c'est Rémi Walter, Tamézé, Lesmelou ou Rosario Boudaoui Ndombele. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc, est-ce que le mal est plus profond? Est-ce qu'on paye aussi l'instabilité euh, en termes de fondation? Voilà, le coach, l'équipe dirigeante, etc. Je pense aussi, hein, faut pas non plus, enlever cette donnée-là. Mais c'était extrêmement désagréable de suivre ce match hier. J'ai vu qu'il y avait des commentaires un peu plus mesurés qui mettaient en perspective voilà, ce que je dis, à savoir le temps qu'on laisse à Aise, etc. Mais moi, je vous dis, hein, c'est pas du tout une info ou quoi, mais je vois que Arnaud Pouille a pris la présidence à Rennes, que Stéphane est sur la sellette. Vous me voyez venir. Je veux dire, Hez, lui, il manquera pas de courtisans, quoi. Il manquera pas de courtisans si en fin de saison ou si en moitié de saison, c'est la catastrophe. Mm. Donc voilà, qu'on gère le problème quand il n'est pas trop gros. On n'est pas mort dans cette Coupe d'Europe. C'est inquiétant, c'est chiant, parce que chaque année on redit la même chose. Mais est-ce que finalement, et ça va être un peu la bascule, Matt ou Joss, hein, les gars, est-ce que finalement on n'est pas condamné, si je puis dire, à se qualifier en Europe, viser un top 6, performer, voilà, River parlait d'ambitieux, on va être ambitieux sur la scène nationale et sur la scène européenne. Ambitieux de quoi? C'est quoi être ambitieux? Se présenter sur la pelouse et jouer le match? Enfin, et jouer le match entre guillemets, Mm. c'est quoi l'ambition finalement? Je sais pas. Ouais. Sur Bah, une en fait, semaine, sur une semaine où Brest fait nul contre Leverkusen, Lille gagne à l'Atletico, le PSG fait nul à domicile contre le PSV, Lyon perd aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des résultats probants qui te font dire que bah non, il n'y a pas de complexe d'infériorité. C'est pas parce qu'on est une équipe française qu'on va pas faire de résultats en Europe. Bah non, tu te chies à faire au Ferencváros, je sais même pas le dire quoi, c'est fou. ouais, parce qu'on met pas les ingrédients qu'il faut, hein, tout simplement. Et comme tu as dit, on n'apprend pas de nos erreurs, quoi. Ça fait comme des années maintenant qu'on fait la Coupe d'Europe. Tu dis, on va apprendre. Tu vois, à chaque fois, tu dis, bah, allez, là, ce coup-ci, ok, on s'est fait éliminer, on a été nul, mais on va apprendre. Et non, t'apprends pas, c'est ce que tu as dit. On est à quoi? On est à 10 défaites sur les 12 derniers matchs de Coupe d'Europe. 10 défaites sur les 12 derniers matchs, c'est épouvantable. Et en plus, tu te dis, bon, à la limite, tu joues avec des gros d'Europe. Tu regardes nos 10 adversaires, c'est des équipes, je savais même pas qu'elles existaient. Donc, bah voilà, c'est dans la continuité
de ce qu'est le club. Et pour moi, ton, ton équipe sur le terrain est à l'image de ton club, de ce qui se passe en coulisses. À mon avis, ça va être un bordel monstre. Et ben, nous, on le voit en tant que spectateur, on le voit sur le terrain, mais on ne sait pas. Après, les joueurs, peut-être qu'ils voient que c'est le bordel, ils en ont rien à foutre. Et de toute façon, ça peut expliquer aussi le match d'hier et pourquoi en Coupe d'Europe, on n'arrive pas à prendre. Et voilà, je te dis, j'ai plus les mots parce que je suis dégoûté d'un match comme hier. En plus, honnêtement, nous, on est là, on attend ça toute la Bah semaine. oui. On s'est allé. En plus, Ferenc Barros, alors, en fait, on est naïf. Parce en plus, franchement, on est bête comme supporter. Parce qu'on se dit, allez, on va sûrement gagner, quoi. On va avoir un match de Coupe d'Europe, on va un peu vibrer. Et tu tapes des merdes pareilles. Et franchement, c'est abominable. Et t'as le match contre Twente. Tu dis, allez, Twente, on va gagner. Bah, c'est faux, ça va être la même merde. Enfin, voilà, c'est. Le problème, c'est que ça joue trop avec nos émotions. Nous, on vit à fond notre truc, hein, on est passionné par notre équipe. Et moi, j'ai 34 ans. Franchement, je commence à vraiment en avoir marre, quoi. Tu vois, j'aimerais bien gagner un petit peu quelque chose, tu vois. Vibrer, c'est OK, ce serait bien, mais j'aimerais bien gagner. Et pour moi, de toute façon, tant que tu gagnes pas, ton stade, tu le rempliras pas. Il n'y a pas de secret dans le foot, il faut gagner pour avancer. Et bah, le problème, c'est que on n'a pas l'air d'avoir l'ambition pour ça. Matt. Je sais pas, hein, on va les brûler des cierges. Moi, j'ai pas la solution là. Dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. On va jouer dimanche contre Monaco. J'ai j'ai l'impression que il y aura le scénario positif, il va pas se réaliser. Je je pars un peu là, je pars un peu dégoûté. Franchement, c'est dur de c'est dur de rester optimiste quand ça pue la merde comme ça. Et là, franchement, bah, ça pue la merde ce qu'on voit. Il- D'autant plus que, je rajoute un peu d'éléments, hein. Dante potentiellement absent. Mm. Tu risques de récupérer un Ndombele, mais dans quelle forme, on ne sait pas. Barre, apparemment, de retour, dimanche. Donc bon, Boga et Shaw qui ont été préservés. Boga est chaud. Ouais. Alors, Boga à préserver, c'est une bonne chose, je ne sais pas. Enfin, On moi, verra. j'aimerais quand même... j'aimerais quand même... Alors, je vais dévier un peu. Boga, vous en avez parlé. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit contre Nantes. Il a fait exactement pareil que contre Nantes. Mm. Voilà, la transition offensive attentive, voilà, spécialiste Boga, je j'ai pas d'autres mots, il a des qualités certaines en un contre un, voilà, mais alors le dernier geste, c'est une catastrophe et quand on dit absence d'intelligence de jeu, ben moi le joueur qui me vient en tête, c'est Boga. Voilà, il ne fait pas le bon choix au bon moment, manque de vista et il y a un joueur aussi dont tu as parlé Matt, mais j'aimerais quand même lui envoyer un ou deux taquets. On a dit, ouais, contre Paris, super match et tout, la paire avec Ndombele, trop fort. Ils sont très complémentaires. D'accord, ok. Ndombele absent. Moi, j'attendais naïvement que ce joueur qui est Hicham Boudaoui prenne la dimension de ce milieu de terrain-là, prenne aussi la cape de voilà, le leader technique et fasse plus que ce qu'il fait lorsque Ndombele est là. Parce que lorsque Ndombele est là, forcément, euh, il est il, il se résout à courir, à intercepter, à faire, on va dire, la machine à laver, ce qu'il fait très bien. Mais c'est affligeant le niveau du milieu de terrain et la paire qu'on a vue hier soir entre Rosario et Boudaoui. Et malgré la sympathie et l'amour qu'on peut leur porter spécifiquement à Rosario, euh, moi, j'ai eu du mal avec cette paire au milieu de terrain et j'ai l'impression que ce qu'on dit depuis plusieurs années de ces joueurs qui sont dans un confort, qui ne progressent pas, qui ne s'élèvent pas, bah hier, voilà, t'as pas un Ndombele, ton milieu de terrain il est catastrophique. Voilà. Je sais pas si vous vouliez rajouter Mm. quelque chose. J'avais besoin de le dire par rapport au fait, par rapport à tous les commentaires positifs que j'ai vus sur Boudaoui après Paris, où je me disais, bah ouais, en fait, il a fait un bon match, mais dans son registre. On vantera les mérites de Boudaoui lorsqu'il prendra une dimension tout autre. Et il n'a jamais pris cette dimension-là. À Nantes et hier soir. Alors oui, il enchaîne. Oui, il enchaîne. Euh, plus les matchs avancent, plus le strap il est important sur la Ouais. jambe. T'as Bientôt, on l'impression dirait qu'il une va jouer. momie, c'est Ah, n'importe attends, quoi. bientôt il va jouer avec les béquilles ou quoi. C'est improbable ça aussi. C'est improbable. Ouais, bah moi, Boudaoui, j'ai jamais été son plus grand fan. Et pour moi, Boudaoui, bah, c'est toujours pareil, mais je vais me répéter, à l'image de l'équipe, c'est un joueur où, à un moment donné, il va faire un match un peu éclat.
et on va plus le voir pendant 5 matchs, et d'un coup, il va refaire un éclat. Parce que Boudaoui, c'est un joueur un peu d'éclat. Il va avoir un peu une technique sur les petits espaces. D'un coup, il va te faire un peu vibrer. Mais le QI foot de Boudaoui, c'est épouvantable. C'est jamais les bons choix. Il fait 15 touches de balle. Et en plus, de toute façon, la paire Boudaoui-Rosario, ça fait comme là des années maintenant qu'on la voit. On sait que ça fonctionne pas. C'est Le néant. catastrophique. On le sait. Enfin, je veux dire, ça fait quoi, 3 ans qu'on se la tape quand même souvent, cette paire au milieu du terrain. Et on le sait que ça marche pas. Ça marche avec Ndombele, pourquoi? Parce que Ndombele, sur les matchs qu'il a joué, il a été des fois même monstrueux. Franchement, énorme surprise pour Ndombele. Mais voilà, donc du coup, forcément, quand un joueur comme ça au milieu, ça va faire briller ceux d'à côté. Donc ça a un peu mis en lumière Boudaoui. Et Boudaoui, il n'a pas progressé depuis son premier jour ici. C'est toujours le même joueur. Et en plus, il a toujours ce air là un petit peu bêta là, sur le terrain, à rigoler, à regarder dans le vague. Enfin, c'est vraiment un genre, moi, perso, que je n'aime pas. Et c'est le genre de joueur que je n'aime pas dans le sens où il est pas fiable, ce mec. Tu sais pas, ça va être un bon jour ou un mauvais jour. Est-ce qu'il va se blesser? Tu peux pas compter sur ces mecs-là. C'est des joueurs c'est des bons remplaçants. Voilà, c'est des bons remplaçants pour faire le nombre si t'en as besoin, mais c'est pas plus que ça. Et malheureusement, bah, c'est notre titulaire indiscutable, en fait. Voilà, Boudaoui, c'est notre titulaire indiscutable. Et il est là le problème. Matt, qualité du milieu de terrain problématique. Alors, vous allez dire oui, tous n'ont pas été bons, pourquoi tu tapes sur Boudaoui, etc. Parce que Non. ras-le-bol au bout d'un moment. En fait, Boudaoui il est là depuis 2018, qu'on voit tout le temps la même chose. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est un peu embêtant. Matt, si tu voulais rajouter quelque chose. Je pense même pas, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Vivement les retours de certains là, Ah, il faudrait que les notamment blessures, ça Sanson s'arrête. Ouais, par Sanson, contre. ça serait pas mal, je pense. c'est assez une énigme, j'ai pas compris. On parlait d'une petite blessure de quelques semaines, Non, pendant la mais prépa, ça fait 6 mois bientôt qu'on l'a pas vu. il s'est fait les croisés ou quoi? Il y a un problème. C'est ça aussi, il y a qu'Anis que tu vois ça, je suis désolé, mais nous, ils se blessent, et pendant 6 mois, tu les vois plus. Mais qu'est-ce qu'ils se font? Tu vois, ça aussi, il y a qu'Anis que tu vois ça. Franchement, il y a que dans ce club que tu vois ça. Une petite blessure, ça fait 6 mois, il est absent. Je ne comprends pas. Et on en aurait besoin en plus. Et sachant qu'on n'est pas à l'abri qu'ils reviennent, qu'ils fassent une rechute parce qu'on n'avait pas fait le bon diagnostic, donc bref, Ouais, je ouais. sais pas. Franchement, il y a aucun là, j'ai du mal à voir les signes positifs honnêtement. Seul, petit truc encourageant, on joue Monaco. C'est rarement des matchs inintéressants, Monaco à la maison. Franchement, on s'est rarement fait chier, hein. On leur a mis des gifles, ils nous ont mis des gifles. On a vu des matchs avec des scénarios fous comme l'année dernière. C'est un peu ce à quoi je m'attends. Voilà, moi, si le truc qui me rend un peu optimiste, c'est que je me dis, allez, l'année dernière, on était aussi un peu dans le dur, je crois, au moment où on reçoit Monaco et on fait un match différent. On a fait un Pour match moi, spécial l'année dernière. notre plus beau match de la saison. Avec Paris Alors qu'on le là-bas. perd, hein. Et on perd, Alors, et on perd. Mais moi, On perd, ouais. On se fait voler aussi. Ouais. j'ai adoré, oui, oui, alors clairement, mais j'ai adoré le match dans l'état d'esprit, dans la détermination, dans l'envie, et parce qu'on a tout mis. Mais maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas gagné à domicile contre Monaco, hein, les gars. On J'ai pas commence les. à faire, ouais. Ouais, ça ouais. fait un petit moment. Autant là-bas, on est chez nous. Je me demande si c'est pas sous Favre qu'on met 4-0 ou 4-1, non? À l'époque, sous Favre. Ouais, Ouais, mais mais je il n'y a pense pas que 2 ans de eu, suite où ils viennent, on les gifle, mais y a pas eu Mm. une victoire entre-temps. Putain, j'aurais pu me rappeler. peut-être sous Bref. Galtier ou autre, je sais pas. Bref, de toute façon, au pire, on n'était pas au stade, donc Mais après, de cette façon, c'est totalement notre ADN, ce que je disais avant l'émission, qu'on les bat dimanche. Mais ça, c'est tellement l'OGC Nice. On sort de matchs catastrophiques. On est donné totalement perdant. Hein. Monaco, c'est largement au-dessus de nous. Mais on est capable d'aller les taper. En fait, c'est tellement incohérent que même dans nos résultats, on peut être incohérent. Et là, j'y crois absolument pas. Mais c'est tellement dans notre ADN d'aller les taper dimanche alors que tout le monde nous donne perdant que tout est possible. Et je pense que c'est le match idéal pour nous relancer pour le coup. Là-dessus, je te rejoins complètement, Joss. Mais alors, je suis de nature optimiste. Je pense que vous commencez à connaître un peu l'émission. Mais pour avoir suivi Monaco, et je sais qu'il y a des suiveurs Ouais, ouais. beaucoup plus assidus que moi sur la Ligue 1, pour voir aussi leurs résultats, pour avoir vu leur match en Ligue des Champions contre le Barça, en milieu de semaine là, contre l'Étoile Rouge de Belgrade aussi, c'est très fort. Actuellement, Très fort. Monaco, c'est la meilleure équipe française, c'est au-dessus du Paris Saint-Germain, c'est au-dessus de Marseille, c'est la meilleure équipe du championnat français. C'est un gros challenge qui nous attend dimanche. Va falloir se réveiller, va pas falloir jouer une mi-temps aussi, hein, parce que ça, il faut aussi conceptualiser le fait qu'un match dure 95 minutes. Voilà. S'appuyer sur ce qu'on a fait de bien en première mi-temps contre Paris, retrouver des valeurs fondamentales du sport de haut niveau. On verra peut-être aussi des surprises dans le 11 de départ. Est-ce que S va sanctionner aussi certains joueurs?
Je ne sais pas, est-ce que c'est dans sa manière de faire ou pas, on le verra. On en a, juste un petit mot, messieurs, changement tactique aussi, on n'en a pas parlé, mais 4-2-3 en cours de match, avec un double pivot, Rosario Boudaoui, Buonani qui rentre en 10, Shaw à droite, Boga à gauche, et c'était Moukoko dans l'axe. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, ça n'a Rien pas... à en dire, ça a été horrible, hein, franchement on n'a pas existé non plus à ce moment-là du match, donc Non. qu'on en dise quoi? Bah, Que non, mais non, mais sans en dire quelque chose, mais pour moi, est-ce que c'est, enfin, le fait de faire ça, t'es le 24 octobre, ton système de base depuis que tu entraînes en Ligue 1, c'est le 3-4-3 ou le 3-4-1-2, t'as quasiment jamais dérogé à ce système-là, et là, t'arrives le 24 octobre à te sortir un 4-2-3-1 en cours de match. bah, tu fais rentrer un offensif de plus. Oui, j'entends, tu passes à 4 En derrière. défenseur, tu rentres en offensive, bah, tu obligé de passer, t'es obligé de changer un peu tu obligé de changer ton système si tu veux Je sais remplacer un pas, défenseur par tu un mets ça attaquant. plus la déclaration de Hez en fin de match. Ouais. J'ai pas envie de faire dans le catastrophisme, mais je me dis putain, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Peut-être un message Ouais, qui. l'éthique de travail et l'implication des joueurs, et ça fait 4 ans que ça va pas, donc c'est pas de révolution à l'horizon, hein. Favre est passé par là, Farioli est passé par là, et ils sont tous passés par là, donc au bout d'un moment, on le sait. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a une surprise? Toi, t'as été étonné de les voir passer en 4-3-3, Pancho? Oui. Oui, alors, mais étonné positivement de voir que il n'est pas, on va dire, figé sur un système, Hein. et de voir qu'il y a une élaboration et aussi une volonté de changer, de s'adapter aussi au cours de la rencontre. Alors, ça n'a pas du tout porté ses fruits, mais bon, Il a soit. tenté. Après, C'est bien, c'était c'est bien tenté. Les encouragements circonstanciel. pour l'élève Aise. Ouais, c'était sûrement circonstanciel, je pense, hein. Au vu du match, on n'arrivait pas à avoir une occasion, donc je pense qu'il a tout changé parce que je pense qu'il n'y avait plus que ça à faire. Mais je suis persuadé que là, dimanche contre Monaco, en rejouant en 3-4-3 ou au pire en 3-4-1-2, là, mais je suis persuadé qu'on rejouera comme ça. Là, je pense que c'était circonstanciel au vu du match, au vu de toute façon qu'il se passait rien sur le terrain, donc oui, autant changer, il a eu raison de toute façon. Mais malheureusement, ça n'a rien donné, parce que je crois que c'était même limite encore pire après. Donc, ouais. Messieurs, une heure bien compacte d'émission. Bon, j'espère que ce sera digeste pour les gens qui écouteront ce numéro. En tout cas, à titre personnel, ça fait du bien, ça passe un peu de pommade sur ce qu'on a vu hier, histoire de mettre un peu les mots sur cet horrible match proposé par l'OGC Nice qui est en train, eh bien, tout doucement, voilà, sur ses premiers matchs européens, de flinguer tout le travail fait l'année dernière. On se retrouvera, nous, potentiellement dimanche soir pour le match de Monaco ou bien lundi dans la journée. Ça reste encore à définir. Joss, Matt, merci à vous les gars. L'émission elle est à Merci à toi. retrouver sur YouTube en vidéo, également sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à liker également la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et puis malgré tout, Issa Nissa. Ouais, merci. Courage à tous les supporters niçois.